Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Olivier Servat, député de la Guadeloupe et plus précisément député de la première circonscription. Il est aussi conseiller municipal aux Abîmes, conseiller municipal de l'opposition. Avec lui, nous ferons un petit tour de l'actualité, bien sûr, et puis nous parlerons des sujets brûlants de la Guadeloupe. Olivier Servat, merci d'être là. Vous avez quelques minutes pour adresser vos vœux à cette population guadeloupéenne. Bonsoir Yves, merci de l'invitation et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Eh bien, écoutez, en ce début d'année 2021, je souhaite beaucoup de santé à tout chacun, à toute chacune. L'année passée a été éprouvante. Il y a encore des conséquences, le Covid bien évidemment. Et j'invite tout un chacun, je souhaite que tout un chacun soit prudent, respecte les gestes barrières, respecte les distances sociales, se laver les mains, mettre le masque et surtout protéger nos plus fragiles. C'est-à-dire que nous avons des populations en fragilité quand on a de l'obésité, quand on a des comorbidités, quand on a de l'hypertension, du diabète. 100 000 personnes, c'est un Guadeloupéen sur 4 dans une population vieillissante. Eh bien, on doit prendre soin, la protéger. Donc d'abord, tous mes vœux de santé. Bien évidemment, je souhaite aussi des vœux de mieux vivre ensemble, de bien vivre ensemble. Nous avons développé en Guadeloupe depuis des années un modèle d'intégration culturelle extraordinaire, avec différentes sensibilités religieuses, ethniques qui vivent bien ensemble. Et je ne voudrais pas que certaines personnes qui arrivent prennent du temps à s'adapter à nos us et coutumes. Et donc chacun doit pouvoir respecter notre rythme de vie en Guadeloupe, nos voitures à pain, nos coques et aussi nos pratiques culturelles et culturelles pour que les choses se passent bien et qu'il n'y ait pas de tension. Voilà ce que je souhaite à la population guadeloupéenne pour cette nouvelle année, de la santé, du mieux vivre ensemble et bien évidemment de la réussite dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, quelque part, vous avez abordé une actualité, puisque vous dites le bien vivre ensemble, que chacun respecte les pitacoques, que chacun respecte. Donc, est-ce que c'est à cause d'une actualité brûlante qu'il y a eu ces jours derniers que vous avez appelé à vivre ensemble et bien vivre ensemble à travers les coutumes, les us et coutumes, je dirais? Bien sûr, Yves-Lise, parce qu'en Guadeloupe, on ne pourrait pas comprendre qu'on ne puisse pas tolérer un klaxon de machine à pain, de voiture à pain, pour livrer des personnes isolées qui ne peuvent pas se déplacer. C'est ancestral, ça fait partie de notre culture. Les coqs qui chantent le matin, ça fait partie de la campagne, et les poules aussi, de la campagne guadeloupéenne. Donc ceux qui arrivent, ils sont les bienvenus. Nous sommes une terre d'accueil en Guadeloupe. Mais enfin, malgré tout, nous avons des pratiques, des us et coutumes. Et d'ailleurs, cette actualité à laquelle vous faisiez référence m'a donné l'idée, dans la prochaine loi qui va arriver là au premier trimestre 2021 au Parlement, à l'Assemblée, la loi 4D, différenciation, décomplexification, déconcentration, notamment, de pouvoir, et surtout différenciation, de pouvoir dire que nous voulons marquer dans le marbre de la loi que nous avons ici en Outre-mer et particulièrement en Guadeloupe, des us et coutumes qui doivent être adaptés, différenciés des coutumes et des pratiques dans l'Hexagone pour que ceux qui arrivent sachent qu'ils arrivent dans un territoire particulier avec ces pratiques et avec un vivre ensemble qui fonctionne bien, mais qu'il soit préservé. Donc oui, je serai attentif à cela. Voilà donc une affaire qui sera tranchée, je crois que c'est le 10 par le tribunal, donc on verra bien ce qui va se passer. Alors, au-delà, Olivier Servat, la campagne de vaccination contre le Covid a commencé. Le vaccin est arrivé en Guadeloupe. Alors, première question, est-ce que vous êtes déjà prêt pour vous faire vacciner? Eh bien, je me ferai vacciner à mon tour. N'est-ce pas? Il y a un rythme de vaccination. Et d'ailleurs, le fronton de la République, c'est liberté d'abord, égalité, fraternité, mais d'abord liberté. Nous sommes libres de nous vacciner ou pas. Alors, pas de langue de bois là-dessus. Est-ce que vous êtes prêt? Ben oui. Actuellement, est-ce que vous êtes prêt pour vous faire vacciner? Je serai vacciné et j'accepterai le vaccin
quand ce sera mon tour. Aujourd'hui, pour l'instant, ce sont les personnes de plus de 50 ans et des personnels soignants. Lorsque viendra mon tour, je pense dans l'année 2021, eh bien, je prendrai mon vaccin à mon tour, sans précipitation, à mon tour. Voilà. Et je rappelle que chacun est libre de le prendre ou pas. D'accord? Oui, vous insistez dessus. Non, mais j'insiste parce qu'on a l'impression que tout le monde est forcé de prendre le vaccin. Pas du tout. Pas du tout. C'est la liberté de chacun, individuelle, de dire je prends ou pas le vaccin et ceci doit être respecté. C'est la première de nos droits, c'est le premier de nos droits, la liberté. Donc, moi, je le prendrai. Pas tout de suite, puisque je ne suis pas encore dans les critères, je suis ni médecin, ni plus de 50 ans, mais enfin, le moment venu, je le prendrai. Comprenez-vous que les Guadeloupéens soient réticents, en fait, et les Français d'ordre général soient réticents à prendre ce vaccin? Évidemment que je le comprends. En général, les vaccins, c'est sur 10 ans. Leur test aujourd'hui, c'est sur 1 an. J'aimerais remarquer avec vous, Yves, quand même, que les vaccins qui sont sortis, ce sont les vaccins américains. Et j'entends que le vaccin français de Sanofi va sortir au mieux dans 1 an. Eh bien, je trouve que la politique de recherche et la politique de valorisation des chercheurs français est mauvaise et décevante. Aujourd'hui, comment expliquer que les Américains ont trouvé et que nous, on va trouver peut-être dans 1 an? Et j'entends même que Sanofi va pouvoir mettre à disposition ses chaînes de production pour les laboratoires américains. C'est bien dommage, c'est de la perte de richesse, c'est de la perte de la valeur ajoutée. Et donc j'invite la politique de recherche, de valorisation des chercheurs pour les retenir des cerveaux en France, à ce qu'elle soit un peu revue de fond en comble, parce que là on a bien vu qu'on n'est pas au point. Alors, des chercheurs qui ne se valent pas? Les chercheurs se valent, et on a des intelligences en France, mais les meilleurs en France, ils sont attirés aux États-Unis parce qu'ils sont mieux rémunérés, mieux considérés, un statut différent, alors qu'en France, ça n'est pas le cas. Donc on doit revoir ça de fond en comble parce qu'au final, on constate que lorsqu'ils ne sont pas valorisés, les meilleurs partent ailleurs et c'est ailleurs qu'on trouve les vaccins pour tout le monde. Et ça, c'est dommage pour la France. N'empêche, le Covid continue à faire son chemin, vous avez vu ce qui se passe dans l'Hexagone. Ici, on voit aussi ce qui se passe. Donc le vaccin, c'est la solution? Ah non, le vaccin, c'est l'une des solutions. Première solution, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de la responsabilité de chacun et de chacune de respecter les gestes barrières. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'on respecte les gestes barrières, on se protège et on protège les autres. On protège les plus vulnérables. Je vois mes parents qui ont déjà souvent plus de 70 ans, avec mes enfants. Eh bien, parfois, si on ne fait pas attention, l'amour prend le dessus sur la sécurité sanitaire. Et donc, on doit être extrêmement prudent. La responsabilité de chacun, c'est déjà de ne pas se faire contaminer en respectant les gestes barrières. Il y a eu un débat autour du flot de touristes en Guadeloupe. Comprenez-vous quelque part qu'il y ait autant de touristes, ou est-ce que vous êtes du côté de ceux qui disent mais 40 000 touristes ça fait trop et si on veut vraiment garder cette population, la préserver, il fallait empêcher qu'autant de touristes ne viennent en Guadeloupe? 40 000 touristes, c'est 40 000 occasions supplémentaires de se faire contaminer, très clairement. Mais enfin, le touriste, il est là, il vient, mais si on maintient la distance de sécurité, si on a son masque, si on se lave les mains, si au restaurant, dans les endroits publics, eh bien, on respecte la distanciation sociale, il n'y aura pas de contamination. En principe, ça c'est le premier principe. Attendons 2 semaines, puisque les derniers touristes sont partis là. Donc on verra les effets dans 2 semaines au plus tard. J'espère que tout se sera bien passé. J'ai attiré l'attention du préfet et de la directrice de l'ARS sur quelque chose. Quand on doit venir en Guadeloupe, on a un test normalement, Covid. J'ai observé qu'on pouvait un peu tricher sur les tests parce qu'effectivement, c'est un document informatique et beaucoup de gens facilement peuvent passer d'un test positif à un test négatif. J'ai été satisfait parce que la directrice de l'ARS m'a expliqué qu'en fait, ils peuvent faire des tests aléatoires en appelant directement le laboratoire pour savoir si le document imprimé est bien un document réel par rapport à la situation sérologique du patient. Ça, c'est la première des choses. Mais Madame Boissé, chère Yves, quand même, 40 000 touristes, c'est 40 000 personnes qui vont dépenser de l'argent ici, qui dépensent de l'argent ici. Il n'y a plus de voiture de location. Il n'y a plus de voiture de location ici. Ça veut dire que quand même, ceux qui souffrent
et moi je les rencontre en tant qu'expert comptable, ceux qui ont souffert depuis un an, ceux qui se lèvent depuis chaque matin et qui, pour gagner leur vie, doivent travailler. Donc selon vous, il fallait faire un choix économique? Non, il faut faire un choix sanitaire, c'est clair, et qui a des conséquences économiques positives. On ne peut pas cracher dessus. Il y a des entreprises qui sont en train de fermer, et sans le tourisme, qui est notre principal moteur de développement économique dans l'activité réelle, eh bien, on aura des difficultés, des entreprises vont fermer, ce sera du chômage, des tensions, et ça, on n'en veut pas. Donc 40 000 touristes, qu'ils viennent dépenser de l'argent ici, en toute sécurité. Voilà, maintenant, nous aborderons avec vous un sujet brûlant, épineux, qui est le sujet de l'eau. Mais avant d'y arriver, alors il y a encore un autre sujet de fin d'année qui a fait couler beaucoup d'encre, cette visite éclair du ministre des Outre-mer. Alors est-ce qu'on peut dire que vous étiez du côté des responsables, je dirais, l'un des présidents de collectivités majeures, puisqu'on a vu que les deux n'étaient pas d'accord sur la manière dont on devait se comporter vis-à-vis de cette visite éclair. Alors, qu'en avez-vous pensé en tant que parlementaire et je dirais en tant qu'ami de ce gouvernement? Or, ce que j'en ai pensé, c'est qu'une institution, l'État, vient en Guadeloupe. Je suis élu du peuple. Je ne suis pas juste Olivier Servat. Je suis élu du peuple qui m'a mandaté pour parler en son nom, pour défendre les intérêts guadeloupéens. Ma seule boussole, c'est l'intérêt général guadeloupéen. Alors, j'ai participé à la réunion de travail parce que j'avais à dire au ministre les attentes des Guadeloupéens, notamment sur l'eau, on va y revenir. Et il faut qu'ils puissent entendre les besoins, les préoccupations, les questionnements des Guadeloupéens. J'ai participé en tant que député. Après, chacun peut avoir ses égos, ses ressentis, son sentiment sûrement légitime d'avoir été maltraité, une visite un peu précipitée, mal préparée. J'entends tout ça. Mais enfin, je suis député, représentant du peuple. L'État vient, eh bien, je dois dire à l'État ce que la Guadeloupe attend. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, selon certains, le jour était mal choisi, fin d'année, 31 décembre, pas le temps de vraiment discuter, pas le temps d'être préparé, c'est vrai, et que c'était une visite qui ne porterait pas grand-chose. Je crois que le ministre a compris ça, vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est engagé à revenir. Je vous donne l'information. Oui, en février. Et je lui ai dit à ce moment-là que je souhaite, et il a accepté sur le principe, je souhaite ce soit une visite mieux préparée, en concertation, et qu'il aille... Vous avez eu le courage de le lui dire? Ah bon, parce que vous pensez que je manque de courage, Yvelise? Non, je pose la question je pensais que vous connaissiez mieux que ça, quand face aux Guadeloupéens, donc vous lui avez dit. Mais ça m'étonne de vous, cette question. Vous me connaissez Non, mais que les Guadeloupéens l'entendent, parce que souvent, oui, quand il y a des émissions interactives, les Guadeloupéens disent oui, mais nos élus manquent de courage. Face à l'État, les élus ne disent rien, etc. Donc c'est pour ça que je vous ai encore posé la question. Et je réitère, donc vous lui avez dit qu'il faudrait que sa venue se fasse autrement. Bien sûr, mieux préparé en concertation et plus long. Il faut que ce soit plus long. Et d'ailleurs, il a accepté le principe et il m'a même promis d'aller à Marie-Galante. Pourquoi Marie-Galante? Parce que, bon, c'est ma circonscription premièrement, mais souvent, Marie-Galante est délaissée comme les îles telles que la Désirade et les Saintes. On arrive en Guadeloupe, on fait un peu Bastia-Grand-Terme, on oublie qu'il y a de la double insularité. Et il s'est engagé à aller à Marie-Galante en février. Pourquoi? Mais parce qu'on souffre de la double insularité. On parle de dépeuplement en Guadeloupe, mais à Marie-Galante, c'est multiplié par 2. On a des problématiques sanitaires, des problématiques de santé, des problématiques agricoles, des problématiques économiques, des problématiques sociales. Et j'ai besoin, Sargasses, j'ai besoin que le ministre se rende compte sur place des difficultés. Il le fera. Donc ça sert d'être ami du gouvernement? Écoutez, moi je ne suis pas là pour être ami de qui que ce soit. Je suis là pour défendre les intérêts des Guadeloupéens. C'est sûr que je suis dans la majorité et donc on est plus facilement entendu lorsqu'on est de la majorité que dans la minorité, ça c'est clair. Mais pas les amis devant le peuple guadeloupéen. On défend les intérêts de la Guadeloupe. C'était ma boussole, c'est les intérêts généraux de la Guadeloupe. Et toutes mes actions, Yvelise, visent à défendre l'intérêt général des Guadeloupéens. Donc, ami ou pas ami, on a à lui dire, on lui dit ce qu'on a à lui dire. Alors, le ministre a envoyé un courrier où il disait qu'il faut absolument que les élus s'activent au niveau du dossier de l'eau et que cette structure unique soit mise en place au plus vite. Est-ce que nos élus ont les moyens, justement, de faire au plus vite?
C'est une question importante et ça mérite un certain développement. Oui, il faut qu'en 2021, la problématique de la structure unique de l'eau soit réglée. Oui, je suis d'accord à ce que nos élus responsables en Guadeloupe, les présidents de communautés d'agglomération, départements, régions, parlementaires, parce que je rappelle, Yves-Lise, que les parlementaires sont des élus aussi guadeloupéens, on a tendance à l'oublier, bien que tout ce beau monde puisse pouvoir se parler et dire un certain nombre de vérités. Premièrement, on a besoin d'une cohérence globale pour gérer le système technique de l'eau, donc il faut une structure unique. Deuxièmement, il y a des questions importantes, j'ai eu à le dire. Vous l'avez rappelé, je fais partie de Cap Excellence. Je fais partie des Abîmes. Je fais même partie de la régie Eau d'Excellence. Donc, je défends bien évidemment les intérêts de Cap Excellence, mais plus généralement de la Guadeloupe. Les questions posées par le président de Cap Excellence sont bonnes. Et d'ailleurs, ce n'est pas que lui qui les pose. Tout le monde les pose. Tous les présidents de PCI, président du SIAG avec qui j'ai échangé aussi les pose. Quid des dettes fournisseurs? Il y a un certain nombre de dettes fournisseurs qui doivent pas être rentrés dans le syndicat mixte ouvert. Quid des créances clients? Il y a certains clients qui ils doivent payer. Quid des salariés? On doit pouvoir sécuriser les salariés en leur disant que vous ne serez pas licenciés, vous ne serez pas virés, vous ne serez pas placardés, vous serez protégés. Quid de la représentation des usagers de l'eau? Ils ont raison, ça a dysfonctionné pendant 40 ans. On ne peut pas laisser cela qu'à la main des élus. Il faut qu'il y ait des contrôles. Alors justement, Olivier Servat, puisqu'il y a eu beaucoup de débats autour de la présence du président de Cap Excellence au sein des différentes rencontres des autres présidents de PCI, mais quelque part, est-ce que le ministre n'a pas donné raison à Éric Jalton, puisqu'il a dit, je cite, « Si l'on ne traite pas les causes des défaillances, le modèle financier de la nouvelle structure ne serait pas viable et sa création, amplifierait les désordres actuels. » Alors, on sait qu'Éric Jalton s'est positionné, a dit que de toute façon, pour lui, cette structure ne peut pas être viable. Alors, quelque part, le ministre lui a donné raison. Oui, mais attention, Madame Boissé, chère Yves-Lise. L'eau, ce n'est pas une problématique politique. On ne doit pas en faire une problématique politique. J'insiste vraiment dessus. Il n'a pas donné raison à Éric Jalton. Seulement, Éric Jalton a raison. Mais il n'y a pas que Éric Jalton qui pose cette question-là. Tous les présidents de PCI s'inquiètent. Le président Cornet, le président Losbar, le président Abelli, le président Bardaï, le président du SIAG aussi, Louisie, s'inquiètent de ça. Le président de région département, les parlements, tout le monde s'inquiète de la viabilité de la structure. Et donc, on doit... Et d'ailleurs, je vous donne une information, en tant que président de la délégation aux Outre-mer, je prendrai l'initiative d'inviter à l'Assemblée nationale en audition les présidents de PCI et les présidents de départements et de régions mercredi pour qu'ils puissent nous donner leur vision. J'ai même rencontré avec d'autres parlementaires le président de Cap Excellence pour échanger avec lui. On est quasiment d'accord sur tout. Alors on va se dire que les parlementaires se sont emparés de ce dossier de l'eau? Oui, aussi. Pas que. Vous avez vu tous les efforts qu'ont fait les exécutifs intercommunaux, la région, le département. Tout le monde s'empare de ça. Vous savez ce que je souhaite? Je veux vous prendre une image, Yves-Lise. Je souhaite qu'à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée, nous sommes dans une course cycliste, qu'on ne se dise pas qui monde qui a franchi la ligne avant. On se dit, en arrivée, bras dessous, bras dessus, ensemble, à franchir la ligne d'arrivée, ensemble. Vous y croyez, vous? Oui, j'y crois. J'y crois, parce que j'ai échangé avec tout le monde et je sens de la bonne volonté de partout. Et donc, mercredi, on va échanger avec eux et jeudi, on va auditionner aussi ceux qui ont proposé la loi, Justine Bénin et Dominique Théophile, pour qu'on puisse avancer avec cette loi pour arriver au SMO en fin septembre. Cependant, il y a des questions qui doivent être traitées et l'État doit pouvoir répondre à quelques questions. Le financement, les dettes fournisseurs. Le ministre dit, oui, mais je reviens en février, mais je viens pour qu'on puisse arrêter une date concernant la dissolution du SIAG. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression de reculer cette date, puisqu'on avait dit fin d'année, après on a dit janvier, maintenant en février, on vient pour arrêter une date. Donc, n'est-ce pas parce qu'on ne sait pas trop comment faire, où aller et justement comment avancer? Le ministre écoute les Guadeloupéens et les élus guadeloupéens qui lui parlent et il comprend qu'il doit pouvoir faire preuve de souplesse, d'intelligence, parce que Jusqu'à quand?
date septembre 2021 pour pouvoir créer ce syndicat mixte ouvert. Maintenant, la dissolution du SIAG consisterait à constater qu'il ne peut pas faire face à ses dettes avec ses créances. Quand je discute avec le président Louisi, il est beaucoup plus prudent en disant que le SIAG aujourd'hui paye ses salariés et a des capacités de payer ses dettes avec ses créances. Donc, vous savez, prenons le temps. Il ne faut pas, avançons tous ensemble, sans que chacun cherche à savoir qui avait raison, qui a pris le leadership, qui a eu tort. Je crois que maintenant, en responsabilité guadeloupéenne, boussole l'intérêt général, eh bien, responsabilité guadeloupéenne, pour chercher le bonheur et le bien-être des Guadeloupéens, donc avoir de l'eau, on peut y arriver tous ensemble. Donc, on est en bonne voie. Il y a très peu de nuances entre chaque et chacune, mais à un moment donné, j'exhorte, je demande à ce que l'État prenne ses responsabilités aussi et puisse pouvoir dire qu'est-ce qui fait des dettes fournisseurs. Vous pensez que l'État n'a pas encore pris ses responsabilités? Oui, tout le monde a pris ses responsabilités. D'accord, je ne suis pas là pour indexer un tel ou un tel. Tout le monde a pris, mais maintenant, il faut que tout le monde prenne plus, y compris l'État, sur la question des dettes fournisseurs. Et je crois que le ministre est une oreille attentive sur ça, les dettes fournisseurs du SIAG. D'ici quelques instants, j'arriverai à vos priorités, ce que vous voulez faire en cette année 2021 en tant que parlementaire, quels sont les dossiers que vous porterez. Mais juste avant cette année, nous avons des élections régionales et départementales. Est-ce que vous êtes positionné déjà pour ces élections? Oui, je suis positionné sur le programme parce que, bien évidemment, vous savez, je suis très attaché à la vision qu'on peut donner à la Guadeloupe dans 5, 10, 15 ans. Donc je participerai activement à la rédaction, à la vision, à donner un cap à la Guadeloupe dans les prochaines années. Personnellement, Yveline, je ne serai pas candidat. Pourquoi je ne serai pas candidat? Mais parce que j'ai choisi d'exercer mon mandat de député et d'exercer ma fonction de conseiller municipal de la minorité de travail aux Abîmes et à Cap Excellence, et je suis bien, je suis très content de faire cela, et on ne peut pas avoir 3 mandats, donc ça n'est pas possible. Mon mouvement, le mouvement Ecos Abîmes, sera présent au départemental, aura des candidats sur une liste régionale, mais personnellement, je ne serai pas candidat, mais je travaillerai sur le projet. Vous avez déjà réfléchi sur quelle liste pour les régionales? Eh bien, écoutez, nous sommes en réflexion aujourd'hui. Je suis dans une équipe sortante. L'équipe... Et Harry Chalus, actuel président, a déjà dit « je serai » à ces élections. Donc, est-ce que tout naturellement, ceux que vous allez pousser vont se retrouver sur cette liste-là? Ça semble logique ce que vous dites, puisque nous sommes dans une équipe sortante, nous avons un bilan à défendre, tout n'a pas été parfait. On doit d'ailleurs s'asseoir à un moment donné pour faire l'inventaire de ce qui a fonctionné bien, ce qui aurait pu mieux fonctionner et ce qui doit être changé. Je fais partie du GUSR, je suis membre dirigeant du GUSR, qui a son mot à dire. C'est un parti qui doit pouvoir avoir une expression politique dans cette liste-là. Donc, on trouvera des solutions en bonne intelligence politique de chacune dans l'intérêt général de la Guadeloupe. Alors, si d'aventure... par exemple, il y avait une liste Guy Losbar, une liste Harry Chalus. Est-ce que vous seriez très embêté de cette situation? Ce serait une mauvaise chose. On n'est pas là pour se diviser, vraiment. On souffre du Covid. On est sur un petit territoire de 387 000 habitants qui diminue en population, qui vieillit, qui souffre de comorbidité. On a du chômage de masse, de l'illettrisme. On se calme avec les chamailleries. Et donc, il faut, par contre, que chacun et chacune soit respecté. Il faut que le président sortant puisse pouvoir exprimer un bilan avec son équipe, c'est le cas. Il y a des points très positifs, il y a des points à améliorer. Il faut que Et il y a des points négatifs? Bien évidemment, oui, bien sûr, il y a des points négatifs. La formation professionnelle, je ne suis pas content de la formation professionnelle, ce n'est pas satisfaisant. Voyez. Donc il faut qu'on jette un regard objectif sur cela, mais on a des points très positifs aussi sur le développement économique, on a pu faire des choses dans d'autres domaines. Et puis, le GUSR et d'autres partenaires qui doivent être respectés, considérés, traités dans l'intérêt de la boussole guadeloupéenne pour que chacun et chacune puisse trouver un bonheur en Guadeloupe. Alors, quels seront, il nous reste peu de temps malheureusement, quels seront les dossiers que vous porterez, pour lesquels vous vous battrez en 2021? Alors, il y a l'eau, on en a parlé, on rentre dans un cycle là jusqu'à septembre où on va auditionner les représentants locaux et puis les parlementaires qui portent la loi, parce qu'il faudra convaincre aussi le Parlement de pouvoir voter cette loi, ou pas d'ailleurs. Si les intercommunalités se mettent d'accord avant, tant mieux. On ne fera pas de loi et on arrivera. Ensuite, il y a la question de la loi
4D, premier trimestre 2021. Vous savez, les élections présidentielles, c'est l'année prochaine. Donc, la dernière loi efficace et évaluable qui va nous permettre d'agir, c'est la loi Cadet, et on a obtenu qu'il y ait un titre Outre-mer. Et j'ai envie de travailler sur tout un tas de sujets. Je vous ai parlé des coutumes qui doivent être mieux mises en avant et protégées. Je vous ai parlé de la double insularité. Il y a bien évidemment Marie-Galante, il y a les Saintes, il y a la Désirade, mais si on part en Outre-mer, vous avez Mayotte, vous avez Tahiti qui est grande comme la France, on ne tient pas assez compte de la double insularité parce qu'arriver à l'aéroport Port-Caraïbes, on n'est pas encore arrivé à Saint-Louis-de-Marie-Galante ni à Vieux-Fort. Donc on doit traiter ça. Le ministre a une oreille attentive sur ça. Je veux parler aussi de retour des forces vives. Et j'ai fait passer un amendement sur des concours nationaux à affectation locale. Pour faire simple, lorsque vous passez des concours de haut niveau, vous partez en France, vous restez 2, 3, 4, 5, 10 ans en France et vous ne pouvez pas forcément retourner chez vous, vous partez avec votre fertilité. Eh bien, je veux, ça a été passé là, des concours nationaux à affectation locale, ça veut dire que les gens vont passer des concours nationaux de haut niveau, mais seront affectés en Guadeloupe et ils vont occuper des postes à responsabilité en Guadeloupe et ils vont rester donc, avec leur préférence locale. Exactement, avec leur fertilité, ils vont faire des enfants et donc pour que notre population locale puisse continuer à progresser. Donc il y a tous ces enjeux-là qui vont nous préoccuper dans l'aspect législatif et puis bien évidemment, au Sabine, nous sommes au travail, nous avons un regard vigilant. Quand c'est bon, on vote. Quand c'est pas bon, on vote pas. Et quand on a à faire des propositions, on les fait, qui sont d'ailleurs pas d'animosité entre Éric Jalton et vous? Il n'y en a jamais eu entre Éric Jalton et moi. Nous avons par contre des visions différentes. La population s'est exprimée il y a quelques mois. Ils lui ont donné mandat pour s'exprimer dans son programme, que nous ne partageons pas, mais c'est son programme présidentiel, en tout cas majoritaire aux Abîmes. Nous le respectons. Nous serons à notre place, vigilants et proposants dans l'intérêt des Abîmiens pour augmenter le bien-être et le bonheur de la Guadeloupe et des Abîmiens. Alors, est-ce qu'en 2021, vous avez décidé ou vous souhaitez continuer à être solidaire de ce gouvernement? Je suis solidaire de la Guadeloupe, Yvelise. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il vaut mieux être dans la majorité pour se faire entendre et obtenir des décisions. Par exemple, venir à Marie-Galante, par exemple, sur les dettes fournisseurs. Avoir l'écoute, mais une écoute attentive, mais avec des positions fermes de notre part, dans l'intérêt des Guadeloupéens. C'est ça notre job. Il vaut mieux être écouté dans la majorité que dans la minorité mal écouté. Voilà, donc ça c'est mon parti de pouvoir travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe, pour le bonheur des Guadeloupéens. Est-ce que ça veut dire que les parlementaires qui sont dans la minorité ne sont pas écoutés? Oh, je ne voudrais pas dire ça à leur place, mais posez-leur la question. Vous verrez que c'est un peu plus difficile que lorsqu'on est de la majorité. Donc, notre député actif, c'est bien vous? Pas que moi, mais en tout cas, moi, Raboté Gomme, pour citer un parti nouveau, intéressant. En parlant de Gomme, je pense là à l'instant à Michael Plocost, qui fait vraiment un travail intéressant sur les démunis, sur la zone Guadeloupe, y compris en Martinique, y compris à Paris, et je salue son action. Merci Olivier Servat d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres émissions. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée.